Meta licencie 8000 employés tout en pivotant vers un modèle opérationnel centré sur l'IA. Elon Musk perd officiellement son méga procès de 134 milliards de dollars contre OpenAI. Et les géants du capital investissement versent des milliards dans de nouvelles infrastructures d'IA. Bienvenue dans le résumé quotidien. Je suis votre hôte, Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique de la brutale réaffectation du capital ce mardi 19 mai 2026. L'industrie technologique subit une violente restructuration pour financer la révolution de l'IA. Meta licencie 10% de ses effectifs mondiaux tout en transférant simultanément 7000 survivants vers des divisions d'IA nouvellement formées avec très peu de cadres. Cette quête impitoyable d'efficacité reflète un transfert de capital massif à Wall Street, alors que le gestionnaire d'actifs Blackstone annonce une co-entreprise de 5 milliards de dollars avec Google pour construire les centres de données physiques nécessaires pour alimenter cette transition. Pendant ce temps, la guerre pour la domination de l'IA a connu deux développements majeurs. Un jury fédéral a rejeté de manière décisive le procès d'Elon Musk contre OpenAI, éliminant un obstacle juridique massif pour Sam Altman. Mais dans une défection stupéfiante, le cofondateur d'OpenAI, Andrej Karpathy, a officiellement rejoint le laboratoire rival Anthropic pour construire la prochaine génération d'agents autonomes. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Jamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action gratuite d'1 seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche indépendante. Démêlons ensemble cette journée. En l'espace d'une seule semaine, une intelligence artificielle a codé son propre système d'exploitation à partir de zéro. Ouais. Et un juge fédéral a balayé un procès colossal de 134 milliards de dollars en moins de 2 heures. Et Wall Street a englouti 5 milliards dans du béton et de l'acier pour alimenter tout ça. Le paysage macroéconomique qu'on observe en ce 19 mai 2026 est d'une brutalité inouïe. C'est clair. C'est pas juste une simple mise à jour logicielle, hein. Non, vraiment pas. L'objectif de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est de réaliser une autopsie stratégique de la situation. On va se baser sur les mémos internes qui ont fuité, les annonces de la Google I.O. et les décisions de justice de ces derniers jours. Et le fil conducteur de tous ces documents, c'est une réallocation violente et massive du capital et des talents. Absolument. C'est un transfert direct de valeur. Voilà. Et il faut bien comprendre la mécanique sous-jacente. Ceux qui s'intéressent à l'économie de la tech doivent voir que l'industrie ne cherche plus à augmenter la productivité de ses employés actuels. Elle est en train de purger la gestion humaine, en fait. Exactement. Elle purge la gestion humaine traditionnelle pour financer l'infrastructure physique et logicielle des machines. L'humain n'est plus le moteur de la croissance. Il est devenu un centre de coûts qu'on élimine, purement et simplement, pour libérer du capital. Et pour comprendre l'ampleur de ce transfert, il suffit de regarder un mémo des ressources humaines qui a fuité cette semaine chez Meta. Ah oui, celui-là, il a fait l'effet d'une bombe. Tu m'étonnes, tout le monde a vu les gros titres. 8000 licenciements, ça représente 10% des effectifs. Et avec des indemnités de départ très lourdes. On part de 16 semaines plus 2 semaines par année d'ancienneté. Et le gel de 6000 postes ouverts aussi. Au nom de, je cite, l'efficacité IA. C'est ça, mais c'est même pas le plus révélateur. Dans ce mémo, la directrice des RH, Janelle Gale, annonce que 7000 employés restants vont être réaffectés. Ouais. Réaffectés dans de nouveaux groupes basés sur des, et là je cite encore, structures de conception native IA. Le fameux jargon. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je veux dire, est-ce que c'est juste le nouveau mot à la mode pour dire qu'un algorithme est désormais le chef de service de ces 7000 personnes ? C'est super cynique, non ? C'est très cynique, mais sous le jargon, il y a une réalité mathématique impitoyable. En fait, une structure d'entreprise traditionnelle, elle est pyramidale. Pourquoi ? Parce qu'un cerveau humain a une limite cognitive. Bien sûr. Un manager ne peut superviser efficacement
que, disons, 5 à 10 personnes. Donc il faut des managers pour gérer les managers. Exactement. Et ça crée des couches de validation, des réunions, des délais. Une structure native IA, au contraire, ça détruit cette pyramide. Le mémo précise bien qu'il y aura beaucoup moins de managers par employé. D'accord. Parce qu'un système d'IA conçu pour la gestion de projet peut ingérer, analyser et allouer le travail de centaines de contributeurs simultanément, en temps réel. Donc le rôle du manager intermédiaire, celui qui faisait juste passer l'info du point A au point B, il disparaît. Il s'évapore, ouais. On remplace la coordination humaine par un tableau de bord automatisé. C'est fou. Et ce qui rend tout ça encore plus étrange, c'est le décalage avec les déclarations publiques d'autres dirigeants. Prends Demissa Sabis, le PDG de DeepMind. À l'interview de cette semaine. Ouais. Il balaye complètement les craintes de perte d'emploi. Il affirme que l'IA va rendre les entreprises tellement productives qu'elles voudront faire encore plus de choses et que du coup, ça va les forcer à embaucher plus d'humains. C'est une vision très optimiste. Très optimiste. Il accuse même ceux qui s'inquiètent de diffuser des messages alarmistes juste pour, je le cite, lever des fonds. La dissonance avec ce qui se passe chez Meta est totale. En fait, Hassabis décrit une théorie économique classique qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Le paradoxe de Jevons. Ouais. Historiquement, quand une technologie rend l'utilisation d'une ressource plus efficace, la demande pour cette ressource augmente. Mais, et c'est un gros mais, cette théorie suppose que l'humain reste indispensable à l'exécution finale. Ce qui n'est visiblement plus le cas chez Meta. Exactement. Ce que les marchés voient aujourd'hui, c'est que l'automatisation de la gestion offre un retour sur investissement immédiat. La suppression du coût de coordination dégage des milliards de marge nette. Donc, entre la vision utopique du laboratoire de recherche et la réalité comptable de Wall Street, le choix est vite fait. Ils ont déjà choisi leur camp, ouais. Et justement, quand les géants de la technologie licencient des milliers de personnes pour se réorganiser autour de l'intelligence artificielle, cela prouve que le déploiement de l'IA nécessite une infrastructure de gestion sérieuse. Nous tenons à remercier notre sponsor, EIA, de rendre possible l'analyse d'aujourd'hui. EIA fournit la plateforme de gestion d'IA d'entreprise dont les organisations ont besoin pour transformer le potentiel brut de l'IA en une automatisation des flux de travail mesurable et sécurisée. Le lien se trouve dans les notes de l'émission. Et cette transition vers l'automatisation des flux, on la voit aussi dans la technologie elle-même. La technologie qui remplace ses managers. On n'est plus du tout face à des simples outils de consultation. C'est le fameux virage agentique dont tout le monde parle. Le terme est partout dans nos sources. Surtout avec les annonces de la Google I.O. de cette semaine. Oui, le lancement de Gemini 3.5 Flash. Et un outil appelé Antigravity 2.0. Et le changement de ton chez Google est, radical. Il ne parle presque plus d'IA conversationnelle. Tu sais, le petit chatbot avec qui tu discutes. C'est fini, ça. C'est fini. Maintenant, il se concentre sur le codage agentique autonome. Et il a eu cette fuite hallucinante sur des tests internes. Apparemment, 3.5 Flash aurait codé son propre système d'exploitation à partir de zéro. Ouais, c'est pas rien. Mais comment on passe d'un modèle qui t'aide à rédiger un email à un truc qui crée un système d'exploitation complet? C'est comme passer d'une calculatrice très intelligente à, je sais pas, une voiture qui se conduit toute seule et qui construit la route en même temps. C'est une excellente métaphore. La différence, elle réside dans la boucle d'exécution. Une IA conversationnelle, elle attend une question, elle génère une réponse et elle s'arrête. Elle est passive. Voilà. Une IA agentique, par contre, elle a la capacité de diviser un objectif énorme en plein de sous-tâches. Elle teste son propre code, elle repère les erreurs de compilation et elle réécrit la partie défectueuse. Toute seule, jusqu'à ce que ça marche. C'est un agent qui itère de manière autonome. C'est ça. Et coder un OS, ça demande de gérer la mémoire, les processus matériels, les entrées et les sorties. Si un modèle peut orchestrer tout ça, on ne parle plus de génération de texte. On parle d'ingénierie logicielle complètement automatisée. Ce qui demande une puissance de calcul qui, franchement, défie l'entendement. Sundar Pichai a annoncé sur scène que Google traite 3,2 quadrillions de tokens par mois. Contre 480 trillions l'année dernière. C'est ça. Arrêtons-nous 2 secondes sur ce chiffre. Un quadrillion, c'est 1 million de milliards. Pour bien visualiser la chose, c'est quoi un token à cette échelle? Et pourquoi cette explosion du volume est aussi révélatrice? Il faut comprendre qu'un token, c'est pas juste un mot dans une phrase. C'est l'unité de mesure fondamentale de l'effort de calcul de l'IA. D'accord. Autonome, il génère des millions de tokens en arrière-plan. Il les évalue, il les rejette avant même de te fournir un résultat. Donc le modèle se parle à lui-même. Exactement. Passer de 80 trillions
à 3,2 quadrillions. Ça veut dire que l'infrastructure de Google n'est plus utilisée principalement par des humains qui posent des questions. Elle est inondée par des agents qui communiquent entre eux, qui testent des trucs 24 heures sur 24. La majorité du trafic devient non humain. Voilà. C'est vertigineux et ça explique pourquoi les cerveaux les plus brillants de l'industrie réagissent aussi brutalement. Tu penses à Karpathy? Je pense à Andrej Karpathy, ouais. Le milieu de la recherche a été secoué par sa décision. L'ancien architecte de l'autopilote chez Tesla, cofondateur d'OpenAI, vient de mettre en pause sa propre start-up Eureka Labs Pour rejoindre Anthropic. pour rejoindre Anthropic. Et il a dit lui-même qu'il avait sous-estimé la vitesse de progression de l'IA agentique et qu'il ressentait l'urgence de retourner dans un labo de pointe. Pourquoi Anthropic en particulier? Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Karpathy, il a compris que l'avantage concurrentiel, c'est plus l'interface utilisateur. C'est la couche fondamentale des agents. Et Anthropic construit tout un écosystème autour de ça. D'ailleurs, ils viennent de racheter Stainless. L'entreprise qui fait des bibliothèques de développement. Des SDK, oui. Ça prouve qu'ils veulent que leur modèle s'intègre sans friction directement dans le code des entreprises. Karpathy va simplement là où se trouve l'infrastructure la plus avancée pour exécuter ses agents. L'infrastructure, le nerf de la guerre. Et l'impact de cette course, on le voit déjà sur le coût du travail. On a vu cette semaine Cursor sortir la version 2.5 de Composer. Basé sur le modèle Kimi K2 de Moonshot. C'est ça, les performances rivalisent avec du GPT 5.5 ou Opus 4.7. Mais le vrai choc, c'est le prix. On est passé de 11 $ pour une page complexe à Moins d'$1. une division par 10 ? Mais comment on justifie une division par 10 en si peu de temps? La source mentionne un entraînement sur Colossus 2. C'est quoi exactement ce Colossus 2? Colossus 2, c'est pas un logiciel, c'est du matériel. C'est une architecture colossale, une grappe de serveurs optimisée à l'extrême pour éliminer les goulots d'étranglement de la mémoire. Ah, donc c'est physique. Totalement physique. Le vrai coût de l'IA, c'est pas le code. C'est l'électricité et le temps que passent les processeurs à chercher des données. En optimisant cette couche matérielle, des boîtes comme Moonshot font tourner des modèles énormes pour une fraction du prix habituel, qui nous ramène directement au licenciement chez Meta. La boucle est bouclée. Bah oui, si l'exécution d'une tâche de code s'effondre à moins d'$1 et que l'outil possède sa propre boucle d'itération agentique, tu n'as plus besoin d'une équipe humaine pour superviser. Le besoin fond comme neige au soleil. Exactement. Mais bon, pour diviser ces coûts et faire tourner ces quadrillions de tokens, il faut du béton, il faut des centres de données géants. Et on en vient à cette transaction monumentale annoncée cette semaine. Le deal Blackstone-Google. Oui, Blackstone et Google créent une nouvelle société d'infrastructure cloud IA basée aux États-Unis. Blackstone injecte 5 milliards de dollars 5 milliards. et ils prennent la majorité des parts. Pendant que Google fournit ses propres puces, les fameux TPU, l'objectif, c'est 500 MW de capacité d'ici 2027, géré par Benjamin Traynor-Sloss, l'ancienne Google. Mais attends, pourquoi un géant du capital investissement comme Blackstone, qui d'habitude achète des autoroutes ou de l'immobilier, veut-il prendre le contrôle physique de l'IA? Parce que le calcul informatique est devenu une ressource vitale. Comme l'eau ou l'électricité, le private equity cherche des rendements stables sur des décennies. Il ne parie pas sur un logiciel alors. Non, il ne parie pas sur qui va développer le meilleur algorithme. Il parie sur le fait que, quel que soit le gagnant, tout le monde devra louer leur mur et leur électricité. C'est brillant en fait. C'est très malin. Et côté Google, fournir leur propre TPU, donc des processeurs tensoriels, conçus spécifiquement pour les maths de l'IA, au lieu des cartes graphiques standards, ça leur permet d'imposer leurs normes matérielles, tout en laissant le risque immobilier à Blackstone. 500 mégawatts, c'est la consommation d'une petite ville quand même. C'est titanesque. Mais un acteur financier comme Blackstone, ça mobilise pas 5 milliards sur un coup de tête. L'argent déteste le risque. Surtout à ce niveau-là. Et justement, l'industrie de l'IA était suspendue à une épée de Damoclès monumentale. Le procès d'Elon Musk contre OpenAI. Le fameux procès à 134 milliards. 134 milliards. Il accusait OpenAI de violation de confiance, d'enrichissement sans cause. Il voulait carrément annuler leur restructuration de 2025 et évincer Sam Altman et Greg Brockman. C'était une menace existentielle. C'était une menace qui visait le cœur même de la rentabilité du secteur. Si le tribunal avait donné raison à Musk, toute la structure de capitalisation hybride des labos d'IA, elle s'effondrait. Or, ce procès s'est terminé en un clin d'œil. Le jury fédéral d'Auckland a rejeté la plainte en moins de 2 heures.
Moins de 2 heures pour 134 milliards. C'est insensé. La juge Yvonne Gonzalez-Rogers a déclaré les accusations prescrites. Elle a même menacé l'avocat principal de Musk, Stephen Mollo, de rejeter tout appel sur le champ. Quelles sont les conséquences d'un verdict aussi expéditif pour les flux de capitaux IA? Le message pour les marchés financiers est d'une clarté aveuglante. Ce verdict express, c'est un bouclier juridique absolu. La justice vient de valider le modèle. Exactement. Elle valide la légalité de la transition des labodia vers des modèles à but lucratif ultra capitalisés. Sans cette certitude, Blackstone n'aurait jamais lâché ses 5 milliards. Ce rejet crée un terrain de jeu sans risque juridique. Les capitaux peuvent enfin inonder le secteur matériel. Donc le capital quitte la gestion humaine pour se réfugier dans le béton, les puces et les agents autonomes. C'est vraiment la couche infrastructure. Tout à fait. Mais avant de conclure, regardons les applications finales de toute cette puissance sur le marché grand public. Parce que ça clignote de partout cette semaine. L'intégration est partout, oui. On a OpenAI qui signe un accord avec Malte pour offrir ChatGPT+ à tout le pays. Ils font aussi un partenariat avec Dell pour le modèle Codex en entreprise. Même Amazon utilise l'IA pour générer des podcasts entiers sur Alexa. Et à la Google I.O., on attend Gemini 4 Nano Banana pour concurrencer ChatGPT sur les images. Et les lunettes IA avec Warby Parker. Mais là où toute cette restructuration devient palpable, c'est dans la simulation du monde. L'entreprise Odyssey vient de dévoiler Starchild 1 et Agora 1. Leurs modèles multimodaux? Ouais, Agora 1, c'est un monde généré par l'IA pouvant accueillir 4 joueurs. La démo ressemble à un jeu de tir style GoldenEye, mais la doc dit que chaque pixel est généré en direct. Comment c'est possible de jouer sans moteur 3D? C'est là qu'on comprend l'utilité des quadrillons de tokens de calcul de Google. Ah, on y revient. Dans un jeu classique, le processeur calcule la géométrie d'un monde qui existe déjà, en arrière-plan. Avec Agora 1, il n'y a pas de fichier 3D. L'IA hallucine littéralement chaque pixel en temps réel, 60 fois par seconde, juste en se basant sur les actions des joueurs. Elle devine à quoi le monde devrait ressembler. C'est un monde généré à la volée? C'est une simulation cohérente, oui. Ce qui m'amène à un constat, un contraste complètement dingue dans l'actu d'aujourd'hui. D'un côté, on utilise cette puissance pour halluciner des pixels et faire des jeux de tir. Ouais. Et de l'autre, on a Apple avec son Vision Pro. Ils viennent de sortir une mise à jour qui permet de contrôler un fauteuil roulant motorisé juste avec les yeux, via des systèmes comme Tolt et Lucy, sans devoir recalibrer tout le temps. C'est une avancée majeure pour l'accessibilité. Absolument. Il y a la citation de Pat Delan, qui est atteint de la maladie de Charcot, la SLA. Il dit que cette fonction vaut de l'or. Elle lui rend sa dignité de mouvement. Mais comment on passe de la création de mondes virtuels pour gamers à une technologie médicale aussi précise dans le monde réel? En fait, c'est le même bond technologique. La mécanique sous-jacente est identique. C'est-à-dire? Pour qu'Agora 1 génère un monde cohérent, l'IA doit avoir une compréhension mathématique ultra profonde de la géométrie, de la physique, de la perspective. D'accord. Et pour que l'Apple Vision Pro traduise l'infime mouvement d'une pupille en une commande spatiale fiable à 100%, il utilise les mêmes réseaux neuronaux de compréhension spatiale. Les milliards de Blackstone, les recherches de Karpathy, ça finance ces deux extrêmes. L'infrastructure est la même. C'est fascinant. Donc si on résume l'arc narratif d'aujourd'hui, le parcours de l'argent est limpide. L'argent économisé sur les 8000 licenciements de Meta, il part dans des co-entreprises de private equity pour construire des fermes de calcul de 500 MW. C'est exactement ça. Ces fermes font tourner des modèles agentiques de moins en moins chers qui deviennent autonomes. La justice rend tout ça intouchable et à la fin, on modifie la réalité physique et virtuelle des consommateurs. C'est une restructuration sismique. La maîtrise du codage agentique, c'est plus une option pour booster son CV. C'est une nécessité de survie économique. Ce qui soulève une toute dernière question pour ceux qui nous écoutent. Une réflexion qui n'était pas dans les mémos d'aujourd'hui. Dis-moi. Si l'IA agentique, comme Gemini 3.5 Flash, peut coder un système d'exploitation de A à Z, et si Meta vire ses cadres parce qu'un algorithme alloue mieux les ressources qu'un manager humain? Je vois où tu veux en venir. Bah oui, à quel moment les conseils d'administration et les actionnaires vont réaliser que le rôle du PDG lui-même pourrait être accompli plus efficacement par l'IA? Un PDG, ça coûte des dizaines de millions de dollars, ça doit dormir, ça a des biais cognitifs. C'est vrai que techniquement, c'est juste un grand centre de traitement de l'information. Exactement. Donc ces dirigeants qui signent aujourd'hui ces licenciements massifs avec un cynisme assumé pour intégrer des structures natives IA, est-ce qu'ils ne préparent pas, sans s'en rendre compte, leur propre obsolescence? C'est une très bonne question.
Ils automatisent leur propre poste. C'est une question que l'industrie finira bien par devoir affronter. Et sur ce, on vous laisse y réfléchir. À la prochaine!